en place d'un cadre juridique propice au développement de ces relations commerciales avec certains de ses partenaires à travers la conclusion d'accords de libre-échange. Il est vrai que l'Union européenne est le premier partenaire économique du Maroc. En 2020, le commerce total des marchandises entre les deux parties, s'est élevé à 35,3 milliards d'euros. En volume, 64% des exportations du Maroc sont dirigées vers l'Europe et 51% des importations du Maroc proviennent de l'Union européenne. Face à la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses multiples impacts, ces accords ont connu un ralentissement et généré des impacts multiples et variés sur les deux fronts. En outre, la pandémie a démontré les vulnérabilités des longues chaînes de valeur. Il va y avoir un déplacement certainement des zones les plus éloignées vers les zones périmétriques. L'industrie européenne pense déjà à des chaînes beaucoup plus courtes et plus fiables, et le Maroc, en raison de sa situation géographique et de sa stabilité, peut être l'une des zones qui vont le plus bénéficier de ce processus. À la lumière de ces indications citées et du contexte actuel, comment le Royaume du Maroc peut-il tirer un maximum d'avantages de ces débouchés pour son offre exportable au Maroc, en Europe, quelles sont les difficultés et les obstacles d'une mise en conformité? Quelles normes européennes à connaître et à maîtriser pour plus d'accessibilité du label Maroc? C'est pour débattre et échanger sur ces idées que nous sommes accompagnés par M. Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs, de M. Edwin Filmon, président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc, de M. Jan Wendenberg, chef de la section commerce, directeur général Trade à la délégation de l'Union européenne au Maroc, de Nicolas Liners, responsable business développement à Biorus, expert en réglementation des cosmétiques, et le témoignage de Mme Safia Tari, marketing manager Novatis. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence avec nous. Et sans tarder, je cède la parole à M. Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX. Monsieur le Président de la Chambre belgo-luxembourgeoise, représentant de délégation de l'Union européenne au Maroc, chers invités, mesdames et messieurs, je tiens de prime abord à vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous organisons en partenariat avec la Chambre belgo-luxembourgeoise au Maroc et qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres autour du développement des relations économiques du Maroc avec l'Union européenne. Il est primordial de rappeler souvent que l'Union européenne est de loin le premier partenaire du Maroc. Mais force est de constater que sur les 66% des échanges commerciaux bilatéraux, de pays, France et Espagne, s'accaparent de 60%. Partenariat avec l'ensemble des pays de l'Union européenne devrait se renforcer à travers la mise en place d'axes de co-développement, notamment en Afrique, en profitant de la position géostratégique du Maroc. À ce propos, et déjà, j'ai en face de moi Madame Fertré, qui est la présidente de la Commission Afrique, qui pourra en témoigner. La prise du Covid qui a bouleversé les chaînes de valeur mondiales est une occasion importante pour accélérer et moderniser le cadre de nos relations en sortant du schéma classique de l'échange, de libre-échange, et surtout libérer le potentiel économique et commercial inexploité, afin d'asseoir une nouvelle stratégie de partenariat basée sur des intérêts communs, de manière à renforcer la compétitivité sur d'autres marchés. Des mouvements de relocalisation
La transition vers de nouvelles sources d'énergie pour bâtir une économie verte et circulaire sont autant de sujets qui peuvent constituer les bases de ce nouveau partenariat stratégique. Aussi, la nouvelle reconfiguration des chaînes de valeur devrait-elle constituer une formidable opportunité pour rapprocher les bases de sourcing aux entreprises européennes. Avec sa proximité de l'Union européenne, le Maroc pourrait jouer un rôle très important en tant que nouvelle base de sourcing. Mesdames et messieurs, les cartes mondiales du business sont en profonde mutation. Nous devons, en tant qu'opérateurs économiques, nous positionner sur de nouveaux produits à forte valeur ajoutée qui créent la croissance et qui ont un meilleur positionnement sur les marchés internationaux. À cet effet, les différents scénarios qui se profilent à l'horizon pour la reprise économique mondiale post-Covid comportent certes beaucoup de challenges et de difficultés, mais aussi des opportunités dont l'Union européenne peut tirer profit. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Merci. Merci, Président. Merci d'avoir rappelé ces éléments fondamentaux qui font de la relation Maroc-Union européenne une relation séculaire qui est fondée sur le principe de l'histoire, le principe de la réciprocité et bien sûr de l'ouverture sur de nouveaux marchés, sur une reconfiguration qui est en train de se constituer, qui va redistribuer les rôles en fait, des acteurs, que ce soit le Maroc et l'Union européenne. Vous avez cité la Covid-19 et bien sûr ce qu'elle peut aussi apporter comme nouvelle dimension en termes d'interaction et d'échange. Maintenant, la parole est à Edwin Suilmons, président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc. Merci d'être avec nous et à vous la parole. Merci Mounir. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, merci encore d'avoir, pour l'un, accepté notre invitation et pour l'autre, permis l'organisation de ce webinaire aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes, entreprises qui nous suivent aujourd'hui dans ce séminaire qui a pour but d'apporter un éclairage plus peut-être microéconomique que nous l'avons pour l'instant décrit. En fait, nous souhaitons, et l'excellence de la collaboration entre la SMEX et la CCBLM en est pour preuve, nous souhaitons aussi aujourd'hui débattre de faits et d'éléments qui nous permettent effectivement d'avancer de concert. On s'est rendu compte ensemble avec la SMEX depuis une bonne année, en ayant travaillé ensemble sur des sujets, que l'offre marocaine d'exportation était effectivement très très intéressante et pouvait sans problème trouver des débouchés importants en Europe. On s'est également rendu compte, en travaillant de manière très concrète avec des partenaires européens qui souhaitaient faire du sourcing au Maroc, qu'il y avait parfois, de la part des entreprises marocaines, une certaine méconnaissance de certains programmes de réglementation ou de normalisation qui étaient peu ou pas connus. Et nous nous sommes rendus compte, en préparant ce séminaire, qu'il y avait peut-être aussi intérêt pour nous, organisations commerciales ou associations d'exportateurs, d'apporter aussi un éclairage très particulier et très précis sur ces faits. On s'est rendu compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en travaillant pour ce groupe, notamment qui a aujourd'hui procède du sourcing dans environ une dizaine d'entreprises, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les produits cosmétiques, etc., qu'il y avait parfois des dossiers qui n'étaient pas complètement maîtrisés en termes de connaissances et qui pouvaient être intéressants pour nous d'accompagner encore une fois ces sociétés dans ce chemin. Le président l'a rappelé, c'est 2/3 des exportations marocaines qui sont destinées à l'Europe. Aujourd'hui, le potentiel que représentent les sociétés exportatrices en Europe est important. La relocalisation ou la colocalisation qui a été abordée tout à l'heure est un fait. Le raccourcissement des chaînes logistiques est certainement un avantage pour le royaume, mais il faut absolument que nos sociétés puissent également parler d'égal à égal avec d'autres sociétés
européennes qui sont bien sûr avantagées dans la mesure où elles sont déjà implantées en Europe. Donc il y a ce travail, je dirais, d'avancer et de voir comment on peut développer cette connaissance. Et c'est l'objectif de ce séminaire aujourd'hui et des autres qui vont suivre et qui auront les mêmes sujets. Alors, nous avons également prévu aujourd'hui 3 interventions. Donc, d'abord celle de Jan Vandenberg qui va nous recadrer en quelque sorte dans quel périmètre nous agissons aujourd'hui. Et nous avons souhaité aussi aborder le sujet de manière très pragmatique, encore une fois, en apportant non seulement un témoignage d'une société que nous avons accompagnée et qui a aujourd'hui effectivement trouvé des nouveaux débouchés en Europe, c'est important de le souligner. Et ceci a été rendu possible notamment par cette convergence réglementaire, d'où l'intervention de la société Biorus qui a participé effectivement à cet accompagnement. Et donc les deux éléments ensemble ont fait que des sociétés qui nous avons accompagnés pour ce marché européen peuvent aujourd'hui augmenter leur vente à l'export. Voilà. Je passe à présent la parole à Yann qui va nous donner plus d'informations par rapport à cette relation européenne qu'on appelle tous de notre vœu, en tout cas dans son aspect de modernisation. C'est un sujet qui a été longuement abordé ces dernières années. Voilà, merci. À toi. Bonjour, cher Monsieur le Président Saint-Ici, cher Monsieur le Président de la Chambre belge, Edwin. Merci beaucoup pour votre invitation d'être avec vous cet après-midi. Le statut des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc sont tout à fait, c'est vraiment, en fait, l'Union européenne est la première destination pour les exportations marocaines. Je pense aussi que ça va rester dans les années à venir la plus importante destination. Il y a tout à fait des enjeux stratégiques qui ont été déjà mentionnés en ce qui concerne les chaînes de valeur, en ce qui concerne le besoin de diversification pour l'Union européenne en ce qui concerne les chaînes qui malheureusement sont trop concentrées sur l'Asie, tandis que cette région est tellement proche. Donc, le Maroc est situé idéalement en tant que porte d'entrée pour les entreprises européennes au continent africain, à une situation très, très stratégique et déjà aujourd'hui le partenaire le plus important dans la région Méditerranée Sud. Il y a certainement encore beaucoup de potentiel pour renforcer notre relation. Trop souvent, l'accent est, à mon avis, un peu sur le commerce, tandis que l'Union européenne est déjà maintenant le plus grand investisseur au Maroc, au Royaume, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel d'augmenter notre empreinte économique d'une optique gagnant-gagnant. Je suis ravi aussi qu'il y a une grande convergence d'objectifs stratégiques en ce qui concerne chaîne de valeur, numérisation, le verdissement de nos économies. La Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie commerciale il y a quelques mois où justement on rappelle notre offre pour moderniser notre relation commerciale. On a bien souligné que nous, on est prêts à reprendre des discussions à l'écart. Mais à vrai dire, on est aussi bien conscient que l'ALECA, ça fait un moment qu'on n'a pas négocié. Donc, on est aussi prêt à considérer des discussions plus mises à jour avec les défis aujourd'hui. Et je pense que l'investissement, les chaînes de valeur sont certainement des sujets clés avec les barrières non réglementaires. On a un bon cadre commercial aujourd'hui, c'est-à-dire l'accord d'association et son volet commercial, mais on oublie un peu que l'économie a changé beaucoup les dernières 20 années et justement les barrières réglementaires sont importantes, sont beaucoup plus qu'importantes aujourd'hui.
Et c'est certainement le souhait de l'Union européenne d'avoir une meilleure convergence réglementaire et faire en sorte que les échanges commerciaux peuvent se faire très facilement les deux côtés. Ce qui est très important certainement pour des chaînes de valeur plus compliquées. Donc, je suis très ravi d'être ici avec vous et je suis aussi très ravi de cette attention du secteur privé marocain pour notre relation bilatérale parce que je pense, nous, en tant qu'Union européenne, mais aussi l'administration marocaine, à mon avis, il faut surtout écouter quels sont les besoins de nos entreprises, les deux côtés de la Méditerranée, et comment est-ce qu'on peut essayer d'une approche bottom-up de leur assister dans leur demande d'exporter plus, parce qu'exporter et bien sûr importer plus, c'est nécessaire en tant qu'instrument pour soutenir la croissance économique, qui est bien sûr très important pour nous, les deux côtés, et certainement après cette période de Covid. Donc, j'espère que non seulement le secteur privé sera preneur pour une reprise de discussion, je pense que j'ai bien noté cet intérêt. J'espère aussi que le secteur public, la nouvelle administration, qui a, à mon avis, une approche très pro-business, pro-économie. Donc, espérons que la nouvelle administration sera aussi prête à reprendre un engagement. Voilà, brièvement de mon côté, donc, le statut de notre relation est très profonde, mais j'aimerais bien sûr aussi donner la parole aux autres participants et je suis à votre disponibilité pour des questions éventuelles. Merci Yann, merci de votre intervention et de votre engagement pour la facilitation et le rapprochement d'ailleurs entre le Maroc et l'Union européenne qui est séculaire, comme l'ont dit les deux précédents présidents. Et je pense que le secteur privé donc, a retenu votre sollicitation d'une implication forte et qui soit surtout à la hauteur des deux communautés économiques. Maintenant, la parole est à M. Nicolas Liners, responsable business développement de la société Biorus, expert en réglementation des cosmétiques. Bonjour à tout le monde et merci. Donc, je m'appelle Nicolas et je travaille pour Biorus. Je suis un commercial qui s'occupe du développement des ventes. Donc, Biorus est spécialisé dans la réglementation cosmétique en Europe, au Royaume-Uni et à l'international, dans plus de 60 pays. Donc, Biorus, ça se compose principalement d'experts de processus réglementaires, de spécialistes, de toxicologues et de scientifiques, des chimistes et des biologistes. On a plus de 1000 clients internationaux, on a déjà évalué plus de 50 000 produits et nous n'avons jamais eu aucun problème de conformité, amende ou retrait de marché en 12 ans d'existence. Il faut commencer très clairement, le règlement cosmétique européen est clairement le plus compliqué du monde. Le but étant de protéger ou surprotéger les consommateurs européens. En cas de contrôle ou de non-respect de la réglementation européenne, les amendes sont très importantes et peuvent monter jusqu'à 100 000 €. Donc quand je dis important, c'est vraiment important. Mais soyez rassurés, si vous souhaitez développer les ventes de produits cosmétiques en Europe ou au Royaume-Uni, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons entièrement vous aider. C'est d'ailleurs même notre spécialité. Ce qui est important de dire, c'est que Biorus peut vous aider pour la partie réglementaire, mais on ne s'occupe pas de l'importation, de la distribution. Donc nous, on s'occupe de tout ce qui est avant l'importation ou la vente en Europe. Mais tout d'abord, avant, et pour commencer, avant de vendre un produit en Europe, un produit cosmétique en Europe, il faudra le formuler. Peu importe que votre produit soit 100% bio, naturel, organique ou que vous ne mélangez que deux produits, il faut formuler. En résumé, pas de formule, pas d'Europe. Donc je peux bien sûr vous envoyer un exemple de formule cosmétique si vous voulez,
mais il faut absolument formuler avec un formulateur. Ce qui est important de signaler aussi, c'est que Biorus n'est pas un formulateur. Biorus vérifierait que tout soit bien conforme avec la formule lorsque celle-ci aura été établie. Nous, on ne formule pas. On vérifie que la formule soit conforme et que tout soit juste. Une fois que la formule aura été établie, on peut commencer la mise de conformité et la partie réglementaire de votre produit pour l'Europe. Ce qui est important de noter, c'est que tout produit cosmétique commercialisé sur le marché de l'Union européenne, doit disposer de toute une série d'éléments obligatoires et légaux. Sinon, c'est la fameuse amende dont je parlais juste avant. La bonne nouvelle, c'est que Biorus propose un service tout compris. On s'occupe de tout de A à Z. En gros, c'est vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Donc, on prend en charge l'intégralité du processus réglementaire. On fait tout. La première phase, c'est l'examen de la formule. Comme certains ingrédients sont interdits, on commence d'abord par vérifier la formule pour vérifier que tout soit conforme et réglementaire. Ensuite, parce qu'on fait, on vérifie si la formule est réglementaire. Quand nos toxicologues vont vérifier la formule, ils vont voir si certains tests laboratoires sont obligatoires. En fonction de certains cosmétiques ou certaines formules cosmétiques, on voit que certains tests laboratoires sont obligatoires. Donc, c'est évalué par nos toxicologues lorsqu'ils font l'examen de la formule. On n'est pas nous-mêmes un laboratoire, on travaille avec des laboratoires partenaires qui font les tests pour nous. Et certains laboratoires, enfin certains produits cosmétiques peuvent nécessiter 1, 2 ou 3 tests. Ce qui est important de noter, c'est que si des tests ont déjà été effectués au Maroc, ils peuvent être conformes pour l'Europe aussi, mais on doit le savoir à l'avance et on devra vérifier. Dire voilà, ok, vous avez un produit cosmétique. Pour ce produit-là, il faut 2 tests laboratoires. Vous avez les 2 tests, ok, donnez-nous l'adresse du laboratoire et on vérifiera. Les délais des tests dépendent des tests à effectuer. Ça peut être quelques semaines ou mois. Notamment la stabilité et compatibilité, c'est 3 mois à 40 degrés. On ne sait pas tricher, c'est 3 mois à 40 degrés obligatoirement. Alors ensuite, donc une fois que l'examen de la formule a été fait et qu'on voit que si tous les ingrédients sont conformes et qu'on voit quels tests laboratoires ont dû être effectués, on fait le RSPC, le rapport sur la sécurité des produits cosmétiques A et B. C'est un rapport sur le produit cosmétique qui est signé par un toxicologue qui dit « Ok, moi j'ai vérifié ce produit cosmétique, en termes de toxicologie, il est bon, je signe le document pour dire on peut le vendre en Europe. » Après, ensuite, on fait un examen des étiquettes et des allégations. Les allégations, c'est l'affirmation, la déclaration ou la prétention. On vérifie les étiquettes parce que certaines informations sont obligatoires sur les étiquettes en Europe et certaines informations sont interdites. Par exemple, interdit en Europe, c'est vous ne pouvez pas dire grâce à mon produit cosmétique, vous allez rajeunir de 20 ans. C'est interdit parce que c'est impossible. On ne peut pas dire vous allez rajeunir 20 ans. Ça va vous rafraîchir la peau, la raffermir, mais pas rajeunir. On ne peut par exemple pas non plus dire pas de test sur les animaux. Parce que les tests sur les animaux en Europe sont interdits. Donc on ne peut pas le dire, puisque c'est obligatoirement interdit. Donc tous ces éléments, l'examen de la formule, le RSPC, donc rapport sécurité produits cosmétiques, les étiquettes, tout ça forme un DIP, dossier information produit. Et ensuite, on doit faire la notification CPNP, Cosmetic Products Notification Portal, ou autrement dit, on doit annoncer à l'Europe qu'on va vendre ce produit en Europe. Exemple, moi, Nicolas, je vais vendre ce savon en Europe. Et enfin, le dernier point, et un des plus importants, c'est la personne responsable en Europe. La personne responsable en Europe avec des bureaux en Europe, c'est important, c'est totalement légal et obligatoire. En gros, la personne responsable, c'est quoi son boulot? C'est qu'est-ce que les autorités compétentes d'un pays européen ou les consommateurs qui ont un problème doivent contacter s'ils ont un problème avec le produit. Ok, moi je m'appelle Nicolas, j'ai un problème avec le produit, j'ai des rougeurs. Qu'est-ce que j'appelle? Ok, lui. Moi, la Norvège, je veux faire un contrôle sur ce produit-là. Qu'est-ce que j'appelle? La personne responsable. Biorus peut bien entendu aussi être la personne responsable en Europe ou au Royaume-Uni, les deux. La personne responsable a toute une série de responsabilités. La personne responsable sera en effet tenue pour responsable en cas de non-conformité, c'est-à-dire aussi la personne responsable qui paye l'amende s'il y a un non-respect de la réglementation. Je peux bien sûr donner un résumé des responsabilités, mais ça ne me paraît pas tout à fait nécessaire ici. Le service de personne responsable est un abonnement annuel en fonction du nombre de produits cosmétiques. C'est-à-dire que plus c'est de produits cosmétiques, moins c'est cher.
ou plus économique plutôt. Le service commence le moment où on fait la notification à l'Europe, où on dit Nicolas vend ce savon en Europe. Le jour où on fait ça, ça commence. Les délais pour l'ensemble du processus réglementaire sont généralement de 6 à 8 semaines. Donc ça veut dire que quand on commence avec l'examen de la formule, le RSPC, l'examen d'étiquette, la notification et qu'on devient personne responsable, 6 à 8 semaines plus tard, vous pouvez vendre votre produit en Europe, dans toute l'Europe, et donc à 450 millions de consommateurs. On a bien sûr aussi un document qui montre tout ce qui va être obligatoire, tout ce dont nous on aura besoin pour faire tout le processus réglementaire. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter moi ou Edwin ou Selma si vous voulez plus d'informations, on sera ravis de vous aider. Voilà, merci à tous, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Nicolas, de ces précisions qui nous amènent sur des sujets cette fois-ci opérationnels, hein, qui peuvent bien sûr apporter et décliner des perspectives de développement pour l'offre exportable marocaine au bénéfice des entreprises nombreuses marocaines qui sont intéressées par l'accroissement du volume de leur exportation sur l'Europe. Vous nous avez bien sûr enrichi en termes de possibilités d'accompagnement sur tout ce qui est conformité et normes. Et maintenant, merci encore d'être avec nous. Certainement, il y aura d'autres questions qui vous seront destinées. Maintenant, nous passons à un témoignage de Madame Safia Tari, qui est marketing manager à la société Novatis. À vous la parole, Madame. Je Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez… Ah, parfait. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Parfait. Allez-y. Très bien. Alors, donc moi, c'est Safia Tari, marketing manager chez Novatis Group. Donc, avant de démarrer mon témoignage concernant le sujet de ce webinaire, donc je voudrais rapidement présenter le groupe Novatis pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le groupe Novatis est le numéro 1 du marché marocain sur le papier et l'hygiène. Donc, nous opérons sur 3 catégories très importantes qui sont le baby care, donc tout ce qui est couches, produits de soins pour bébés. On opère aussi sur la catégorie du feminine care, donc à travers les serviettes hygiéniques, et puis sur la partie family care, qui est tout ce qui est papier et aussi couches pour adultes. Donc aujourd'hui, le groupe en fait est un groupe assez jeune qui a démarré en 2003, et en moins de 10 ans, Novatis Group est devenu le leader du marché de la couche en 2012, où il a détrôné des marques internationales comme Pampers, comme Huggies. Et voilà, on est devenu numéro 1 à travers la marque emblématique que vous connaissez, qui est la marque Della. Après cela, donc, nous avons développé d'autres catégories, notamment le Feminine Care, en 2017, où nous avons lancé la marque Mia, qui est une marque de serviettes hygiéniques. Et en moins de 5 ans, encore une fois, Novatis a pu justement devenir le numéro 1 de ce marché-là, détrônant ainsi encore une fois des marques comme Nana et comme Pampers. Donc clairement, un leadership comme cela ne vient pas par hasard. Donc, si je dois résumer un peu les clés de succès de Novatis sur ces 3 catégories, sont que d'abord, c'est cette compréhension profonde du consommateur et de ses besoins. Donc, on est une société ancrée dans la réalité de tous les Marocains. Donc, on vient avec des offres adaptées justement à nos consommateurs. Deuxième chose, c'est cette volonté d'innover et d'accroître notre développement au niveau de plusieurs catégories qui restent quand même dans notre champ d'expertise, qui est l'hygiène et le soin. Et troisième chose, bien sûr, c'est vraiment la maîtrise de la qualité de nos produits à travers une maîtrise de nos processus. Donc aujourd'hui, nous sommes certifiés, enfin nos sites de fabrication, de production sont certifiés ISO 9001. Nos produits aussi sont conformes à la norme marocaine. D'ailleurs, sur la catégorie des couches, cette norme-là a été développée, donc Imanor a été développée en coordination avec le groupe Novatis. Et puis voilà, donc notre maîtrise de la qualité et les tests qu'on fait sur nos produits a fait le succès de nos marques auprès du consommateur marocain. Donc un groupe qui a fait ses preuves au niveau du Maroc, donc il était naturel pour nous d'aller aussi explorer le marché africain, puisqu'aujourd'hui on est présent sur des marchés comme le Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, à travers de la distribution, mais aussi à travers la production. Donc, on a un site de production au Sénégal. Donc, ça a été fait il y a quelques années. Et puis, l'aventure européenne a démarré, je pense, en 2020. Et c'était vraiment
je ne dirais pas du hasard, mais en tout cas, nous avons eu la chance d'avoir justement un partenaire comme la CCBL, qui nous a mis en contact avec un partenaire commercial qui est Cora en Belgique. Et donc, on a en 2020 commencé à exporter, mais vraiment en mode test, nos couches d'Ala au niveau du marché belge. Donc, ça a commencé avec des petites quantités et puis on a suivi un peu petit à petit l'évolution des choses. Donc, il y a une très grande appréciation justement de la qualité de nos produits. D'ailleurs, nos couches ont été aussi testées par le laboratoire français Eurofins. C'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, on est très exigeant sur la qualité et avant justement de démarrer ce partenariat ou l'exportation, nous nous sommes assurés que nos produits sont aussi conformes à la norme européenne. Voilà, donc petit à petit, on est en train de développer le business des couches en Belgique. Et aussi en Roumanie, en premier test il y a quelques mois. Et puis par la suite, on est en train aussi de commencer de l'exportation sur la marque Mia, qui a été aussi appréciée par les consommateurs belges. Et là, on est en cours justement de processus d'exportation de notre lingette. Et d'ailleurs, sur ce segment-là, qui est un produit cosmétique, les choses sont un peu plus aujourd'hui plus compliquées parce qu'il fallait effectivement une mise en conformité de nos produits par rapport à la norme européenne. D'ailleurs, on travaille avec Biorius pour cette partie-là, pour cette mise en conformité. Et je confirme effectivement ce qu'a dit Nicolas, c'est vraiment un process. La norme européenne est très très complexe. Vu que c'est un processus quand même qui a pris du temps, enfin qui prend du temps. Donc on a démarré à peu près en septembre cette partie-là et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas réellement de données claires sur la réglementation européenne et qu'il y a beaucoup de documents qui sont demandés qui ne sont pas forcément des choses aujourd'hui au Maroc qu'on utilise, ça fait aujourd'hui que ce processus-là prend du temps. Enfin, je suis sûre que finalement, ça va déboucher vers quelque chose de positif. Donc, on va finalement pouvoir exporter nos lingettes. Mais aujourd'hui, c'est effectivement un point très important. C'est cette partie connaissance de la réglementation européenne pour pouvoir se dire est-ce qu'on peut, on peut pas, est-ce qu'il faudrait changer quelque chose sur nos produits pour pouvoir les exporter. Donc, jusque-là, juste pour résumer, notre approche était opportuniste. Mais clairement, si on veut être sur une approche beaucoup plus stratégique et avec des ambitions plus grandes sur le marché européen, pour ma part, je dirais qu'il y a deux challenges. Donc, le premier, c'est d'abord la connaissance des consommateurs. Donc, en Europe, en fait, on est sur des marchés qui sont assez matures. Ce n'est pas comme en Afrique où il y a des challenges plutôt de développement et d'augmentation de la pénétration de nos produits. Mais en Europe, on est déjà sur des marchés qui sont très matures. Donc, la compréhension des besoins des consommateurs est très importante. Donc, aujourd'hui, c'est difficile justement d'avoir ces informations-là, si ce n'est aller sur place ou consulter des cabinets d'études, payer justement des études qui peuvent s'avérer justement très coûteuses pour comprendre le consommateur et le marché. Par exemple, pour l'Afrique, on opère avec des cabinets d'études marocains qui ont aussi une connaissance du marché africain, donc on a accès à des données sur le marché africain. Pour le marché européen, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très difficile et à mon sens, c'est très important justement de connaître quel est le besoin pour pouvoir développer des produits adaptés à ces marchés-là. Et deuxième chose, bien sûr, la partie réglementaire, elle est très importante qu'on la connaisse, qu'on la maîtrise en amont avant d'entamer justement tout processus d'exportation et peut-être pour des sociétés comme Novatis qui ont la possibilité de designer des produits adaptés, ben, ça sera quelque chose qui sera déjà pris en compte sur la partie formulation, sur le design des produits, avant même de penser justement à les exporter. Donc voilà, donc, pour résumer un peu notre expérience jusqu'à maintenant sur le marché européen. Et voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions par la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, Safia, d'avoir précisé à travers une expérience concrète qui est la vôtre, qui est celle de votre entreprise et qui est parvenue à travers ce partenariat gagnant-gagnant et très pertinent de porter beaucoup plus loin vos produits au-delà du marché domestique et national. Donc,
vous prouvez bien sûr qu'il y a possibilité. Le process, comme vous l'avez défini, il est complexe, mais il n'est pas du tout insurmontable. Merci certainement. Donc, on reviendra vers vous sur la nature de cet accompagnement et comment il s'est fait. Est-ce qu'il y avait une implication forte de vos services export, de vos outils de production, donc, et sous quel format ça s'est passé? Maintenant, je voudrais revenir à M. Edwin Suilmons, président de la CCBLM, pour la présentation des prochains modules, avant de passer la parole, bien sûr, aux nombreuses entreprises qui le suivent et qui certainement donc, ont commencé déjà à envoyer leurs questions. D'accord. Merci Safia pour votre témoignage qui était absolument très clair et on a pu voir et vous avez souligné l'importance effectivement de cette connaissance de la conformité des normes. D'ailleurs, il y a un mot célèbre qui circule à Bruxelles qui dit que les États-Unis inventent, la Chine produit et l'Union européenne réglemente. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie exagéré, mais en tout cas, il y a un fond de vérité, ça vous l'avez tous compris. En fait, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, la protection du consommateur est quelque chose d'extrêmement important au niveau de la législation européenne. C'est quelque chose qui est effectivement mis en avant et pris très très au sérieux. Et on se rend compte aujourd'hui que notamment toute l'adhésion à ces conformités, ces normes est quelque chose d'induit et considéré comme absolument indispensable. Même si aujourd'hui, du point de vue Maroc, il serait possible d'exporter des produits, notamment cosmétiques, qui ne répondent pas parfaitement à cette réglementation ou à cette norme, parce que ce n'est pas demandé au niveau des douanes européennes. Les Européens partent sur le principe que la loi doit être respectée et ce n'est pas non plus à chaque douanier de s'en assurer. Et comme Nicolas vous l'a dit aussi, de chez Biorus, en cas de non-conformité, les amendes peuvent être extrêmement sévères. Donc ça, c'est pour le côté répressif. Maintenant, il faut également savoir une chose, que les grands donneurs d'ordre, et notamment le groupe qui collabore avec le groupe Novatis pour l'instant en Europe, ne fera jamais le moindre mouvement sans avoir la totale certitude que les produits qu'ils vont distribuer dans leurs rayons et leurs hypermarchés ne soient pas totalement conformes. Donc encore une fois, comprendre ces normes, si les appliquer de manière tout à fait transparente à ces produits est vraiment une condition sine qua non pour faire du business à grande échelle avec l'Europe. On pourra toujours le faire avec des opérateurs de deuxième ou troisième zone, mais de manière plus générale, c'est quasiment impossible. La première question que va vous poser un acheteur d'une grande surface, c'est est-ce que vos produits sont oui ou non conformes? Si ce n'est pas le cas, il vous dira bien gentiment, j'adore vos produits, mais revenez me voir quand vous serez prêt. Donc ça, c'est absolument indispensable de bien comprendre. Alors, c'est ce que nous souhaitons faire avec la SMEX et la CCBLM précisément, c'est de vous accompagner vers ce marché unique, cet accès à ces 27 pays. Comme le disait tout à l'heure le président Sentici, on a une forte propension à se concentrer sur l'Espagne et la France. À côté de ça, vous avez les pays de l'Est, l'Allemagne, le Benelux, les pays du Nord, qui sont aussi des marchés extrêmement importants et extrêmement dynamiques. C'est 400 millions de consommateurs qu'on peut aller chercher, je ne dirais pas d'un seul coup, mais en tout cas avec la même approche réglementaire. C'est extrêmement important. Si vous êtes conforme au droit européen, vous êtes de facto conforme à tous les droits nationaux. C'est un grand avantage. Il y a effectivement un travail à faire au départ de cette mise en conformité, on en a parlé abondamment, mais une fois que c'est fait, vous avez carte blanche pour vraiment pouvoir commercer avec l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est absolument capital. Pour résumer, ce que nous avons imaginé avec la SMEX et la CCBLM, c'est de comment faire en sorte qu'une offre exportable du point de vue marocain, donc des produits d'excellente facture qui ont déjà trouvé leur public ici au Maroc ou ailleurs, comment faire en sorte que cette offre exportable puisse demain être une offre importable du point de vue de l'Union. C'est là où se situent vraiment les enjeux. Et on s'est rendu compte dans l'expérience que notamment Novatis a décrit, mais c'était la même chose avec le même opérateur qui maintenant a mis l'accent sur le Maroc et qui a aujourd'hui importé des jus d'orange, des produits agroalimentaires, du café, des cosmétiques, des shampoings et des douches, etc., etc. Donc, ce grand groupe européen qui aujourd'hui est présent dans 4 pays, Safia vous a parlé de la Belgique, mais maintenant les couches d'Ala vont également être distribuées en France d'ici quelques jours, donc ça avance très très vite, présent en Luxembourg et également en Roumanie, comme Safia vous l'a signifié tout à l'heure. Donc c'est un premier exemple qui ne demande qu'à être copié par d'autres opérateurs économiques. Donc voilà,
On a mis l'accent aujourd'hui sur ce premier exemple de la cosmétique, entre des produits complètement, on va dire, intéressants, qui ont déjà trouvé leur public, et leur conformité, en quelque sorte, pour pouvoir effectivement être distribués en Europe. Ce genre d'approche dans la cosmétique peut et doit aussi être appliqué dans d'autres secteurs, notamment l'agroalimentaire, pour ne pas le citer, dans les médicaments, dans les compléments alimentaires, etc., etc. Les exemples sont nombreux où effectivement l'industrie marocaine est totalement qualifiée pour obtenir des grands marchés, mais cette convergence réglementaire, encore une fois, est non seulement importante, elle est cruciale. Voilà. Donc c'est en quelques mots ce que je voulais également vous dire en termes de conclusion. Donc nous allons d'ici quelques semaines continuer ce cycle de conférences avec d'autres intervenants sur les différents types de produits dont je viens de parler, notamment l'agroalimentaire et tout ce qui est lié aux soins de la personne. Donc ça, ce sera l'objectif, effectivement, que ce soit via la SMEX ou via la CCBLM, c'est que nous puissions vous aider à trouver les responsables européens qui pourraient vous aider dans ce schéma de réglementarisation en quelque sorte, et de vous donner les conseils aussi de premier niveau ici au niveau des chambres de commerce et la SMEX pour vous aider à vous y retrouver. On imagine bien que c'est fort complexe. L'information, elle est disponible, mais pas facile à découvrir ou en tout cas à décoder, et c'est pour ça que nous sommes à votre service. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos premières questions ou vos commentaires. En vous remerciant. Merci beaucoup de ces précisions, Edwin. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre implication et de la qualité de vos interventions. J'ai une première question, enfin j'en ai plusieurs, mais je commencerai par une qui s'adresserait à toi, Edwin, en tant que président de la CCBLM, et aussi à Yann sur, c'est une question générale, parce qu'on reviendra par la suite sur les questions particulières. Comment faire pour que l'offre exportable marocaine puisse être plus importable? C'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure dans vos interventions. Comment rendre cette offre beaucoup plus importable au niveau de l'Europe? D'accord, c'est une question assez large qui pourrait être, dont on pourrait débattre pendant de longs moments. Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, le tissu industriel marocain a atteint un certain niveau de maturité. Dans beaucoup de créneaux, de couples produits-marché, le Maroc est présent. Le Maroc a développé des marques qui ont trouvé leur public, notamment au Maroc, et serait tout à fait, comment vais-je dire, tout à fait apte à trouver leur public également en Europe. Il faut également savoir que l'Europe, comme tous les pays du monde aujourd'hui, sont dans un moment charnière avec post-Covid où les pouvoirs d'achat des citoyens européens est sous pression, notamment avec l'augmentation des prix de l'énergie. Et il y a aujourd'hui une croissance importante des formules discount, notamment, pour ne pas les citer, les Allemands Lidl, Action, Kaufland en Allemagne ou d'autres formules de ce type qui recherchent aujourd'hui des produits de qualité vendus à des prix extrêmement bien calculés, comme on va dire. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, les marques marocaines ont totalement leur place à jouer. Et effectivement, pour citer que quelques-unes, aujourd'hui, on retrouve les jus Marrakech dans les rayons de ce groupe, on retrouve des dattes, on retrouve du café, on retrouve des produits comme des pâtes, etc., Tria. Donc voilà, ces marques ont trouvé leur public. Et ce que Safia ne disait pas tout à l'heure, c'est que la part de marché d'une marque comme Dalla est aujourd'hui à 2 chiffres dans cet hypermarché. Donc on peut trouver notre public. Encore une fois, du marketing est important, une bonne capacité d'avoir un bon produit vendu au bon prix, mais il faut évidemment que les acheteurs européens puissent s'approvisionner au Maroc. Et aujourd'hui, c'est tout le sujet de ce séminaire, c'est de vous accompagner également à ce que ces produits soient, comme on l'a dit tout à l'heure, potentiellement importables. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Yann pourrait nous apporter un éclairage supplémentaire sur ce que vient de dire Edwin? Je pense qu'Edwin a déjà couvert pas mal de choses qui sont très bien. Par exemple, l'importance d'avoir un bon produit de base de qualité.
J'ai noté, par exemple, que plein de produits avec haut potentiel, comme le miel marocain, ne sont pas exportés vers l'Europe. Pourquoi? Parce que, pour une raison ou une autre, les opérateurs économiques n'arrivent pas à mettre le dossier en ordre. J'ai vu par contre un produit tellement sensible de point de vue de santé alimentaire, comme les palourdes, ont obtenu l'autorisation de l'Union européenne pour être exporté. Donc, quand on a un bon produit de haute qualité et de haute valeur économique, et on fait son dossier d'une manière correcte, il y a un marché de 440 millions des consommateurs qui vous attendent avec un achat, avec un pouvoir d'achat important. Donc, voilà l'importance de faire vraiment votre travail de maison, c'est-à-dire chercher un bon produit, faites en sorte que votre dossier est en ordre et aussi faites un peu de pression de temps en temps sur vos agences d'exportation. Par exemple, je sais que Footex, c'est une agence avec une très bonne réputation. Elle est vraiment très bien gérée. Certaines agences ont un peu moins la connaissance d'accompagner les exportateurs, mais ce sont souvent eux qui doivent, par exemple, faire la demande vis-à-vis de la commission, mes collègues de la DG Santé. Donc là aussi, je pense que c'est important de sensibiliser le secteur public marocain, surtout sur des questions très spécifiques d'accès au marché, parce qu'on ne peut pas entendre non plus de la Commission européenne de faire le travail des exportateurs Maroc ou des administrations Maroc, parce que nous aussi, on a des ressources limitées. Mais une fois que vous entrez le marché, vous avez accès à vraiment 27 États membres, 440 millions de consommateurs, et ça, c'est vraiment unique. Aux États-Unis, une fois qu'on a accès au marché, la réglementation étatique est très différent, est encore beaucoup plus important que durant l'Union européenne, où vraiment, une fois dedans, vous avez accès. En plus, les risques de litige le risque de litige est beaucoup plus élevé, parce qu'une fois qu'on a respecté la réglementation en général, on est assez réassuré au niveau de litige. Voilà, juste brièvement, j'espère que j'ai été un peu complet. Parfait, merci beaucoup d'avoir fourni ce complément d'information qui certainement donc, va ajouter plus de précision à la question première qui nous a été posée. Les questions commencent à arriver. J'ai une question de la part de Madame Naïma Jazouli qui dit, donc je reprends ces mots, tout d'abord, nous vous remercions pour ce séminaire riche. Je voulais juste savoir si nos biscuits, les biscuits que produit certainement la société à laquelle fait allusion Madame Jazouli, si nos biscuits ont une chance d'être sur les étalages en Europe. À vous, messieurs. Bien sûr, encore une fois, l'industrie du biscuit et de tout ce qui est snacking au Maroc est très développée en termes de marketing, en termes de packaging, en termes de maîtrise industrielle. Ce sont des produits de haut niveau. Il n'en reste pas moins vrai que l'Europe aussi est un marché très dynamique et très compétitif. Donc, il faut effectivement se battre par rapport à d'autres acteurs économiques, notamment en Europe de l'Est. Ce point-là me fait aussi penser à une remarque que je pourrais également formuler. Il y a des choses assez évidentes et comme on dit, c'est inutile de réinventer la roue. L'Europe, par exemple, on a parlé abondamment aujourd'hui, a cette tendance à réglementer dans le but de clarifier et d'informer le consommateur. Alors, on a ce qu'on appelle en Europe des valeurs nutritionnelles qui sont appliquées sur chaque emballage. On reprend par exemple le nombre de kilojoules et de calories que contient le produit, combien d'hydrates de carbone pour finir le pourcentage exact de sel. Et c'est exactement ça. On commence par la première information et on finit par la dernière. L'Europe a cette capacité de mettre en place ses propres réglementations et des fois on voit des produits au Maroc qui ont vaguement compris l'histoire et se disent bon, on va faire ça aussi, mais un peu à notre propre sauce, en mettant des informations qui ne sont pas nécessaires et en omettant des informations qui sont absolument obligatoires. Donc de manière proactive, dirais-je, c'est que faire un emballage est quelque chose d'important, ça implique beaucoup de frais et ce sont des décisions qu'on ne prend pas chaque semaine. Donc avant de lancer un emballage,
dans les biscuits par exemple, ou de manière générale pour d'autres produits agroalimentaires. Et si vous avez l'intention d'exporter vos produits vers l'Union européenne, faites déjà un premier screening pour que vos emballages soient déjà EU compliant à la base. Ne réinventez pas la roue, ne faites pas autre chose. L'Europe, avec ses 440 millions d'habitants et ses 27 pays membres, a évidemment la masse critique pour, comment dire, forcer un peu la main à ses partenaires en termes de régulation, etc. Donc voilà, ce n'est pas la peine non plus de forcer. Essayez d'entrée de jeu d'être en ligne avec ce que l'Europe demande et ça permettra à l'ensemble de la chaîne d'être plus réactive, je pense. Donc voilà. Déjà observer ce qui se passe en Europe et essayer de voir comment votre produit s'adapte ou non à cet état de choses. Merci beaucoup, Edwin. Est-ce que Nicolas peut nous apporter un complément d'information sur ce sujet-là, sur la possibilité des biscuits marocains d'être importés à partir de l'Europe? Nicolas, vous êtes toujours avec nous? Cette fois-ci sur le plan technique, un peu plus de technique. Nicolas, vous êtes avec nous? Je suis là. Vous avez retenu la question? Sinon, J'ai bien entendu répète. les questions, mais en fait, Allez-y, Biorus s'occupe principalement des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires, mais pas d'alimentaire purement. Pas dans le même process. Exact. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Une autre question qui arrive à l'instant. Pourquoi ces normes ne sont pas assez explicitées au Maroc? Pourquoi elles ne sont pas du tout assez disponibles pour les entreprises marocaines? C'est tout l'enjeu de ce qu'on nous sommes en train de faire. C'est que effectivement, comment dire les choses? Nous-mêmes, Chambre de commerce ou la SMEX, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos membres, pour qu'ils exportent mieux vers l'Union européenne. Donc, on essaye de les accompagner dans la définition de ce qu'on appelait tout à l'heure l'offre exportable. La faire transformer en une offre importable du point de vue de l'Union européenne demande de la technicité. Et je pense que, comme l'a dit Nicolas à l'instant, chaque caractéristique, chaque type de produit ou chaque catégorie de produit répond à ses propres réglementations. Et donc, ça demande effectivement de l'accompagnement et un savoir-faire technique qui n'est pas facile à trouver. Et en tout cas, il y a très peu de généralistes en la matière. On fait souvent appel à des cabinets qui sont, comme l'a dit Nicolas, spécialisés dans tel ou tel domaine. Si on prend aujourd'hui l'agro-business et tout ce qui est l'agriculture, c'est encore beaucoup plus complexe. Si on parle aujourd'hui des éléments actifs, pesticides et insecticides, c'est une réglementation qui est extrêmement évolutive. Et on arrive même parfois à être dans des situations assez ambiguës où l'Union européenne interdit, je dirais, l'utilisation de certains actifs sur son propre territoire, mais n'en interdit pas l'exportation. Et on peut considérer à ce moment-là que si vous importez quelque chose qui est autorisé, donc vous allez l'utiliser vous-même dans votre propre territoire, mais votre produit ne sera pas non plus admis à la réimportation en Europe. Alors ce que je dis me paraît déjà compliqué à moi-même, j'imagine que pour l'auditoire ce l'est aussi, mais encore une fois, en conclusion, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, nous pouvons vous aider à les identifier, mais vraiment c'est une matière complexe. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Justement, vous avez évoqué le process et sa complexité. Alors, justement, une question va dans ce sens-là. Quelle est la durée moyenne de cet accompagnement pour que les produits marocains puissent être importés au Maroc? Je parle cette fois-ci des aspects qui sont techniques, mais certainement, vous avez une idée sur la volumétrie de ce process d'accompagnement. La durée de l'accompagnement dépend vraiment, encore une fois, de la complexité du produit. Mais encore une fois, il faut parfois aussi un peu dégonfler cette complexité. Elle est certes réelle, mais elle n'est pas insurmontable. Nous avons par exemple travaillé avec un autre partenaire dans la cosmétique, le laboratoire Asban, pour ne pas les citer. Et effectivement, il a fallu un certain temps pour assembler les pièces, donner les résultats des tests. Biorus, dans ce cas-ci aussi, a pris le temps de les analyser et nous avons reçu il y a quelques temps donc toutes les accréditations nous permettant effectivement d'importer ces produits. Là, je parle pour le compte du groupe franco-belge dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce sont des investissements en temps qui sont absolument indispensables, qui ne sont pas très onéreux non plus. C'est effectivement le temps de financer ces tests, mais comme l'a dit Yann tout à l'heure, c'est un sauf-conduit pour partir à l'exportation dans 27 pays et 440 millions de consommateurs. Donc c'est extrêmement important.
Et je pense qu'avant de faire des roadshows, d'aller rencontrer des acheteurs potentiels dans des foires d'exposition, il faut vraiment que, au niveau de notre homework, de notre travail à domicile, qu'on fasse ce travail au préalable. Parce que si ce n'est pas fait, ça retarde d'autant et ça amenuise aussi notre impact dans nos discussions avec nos partenaires européens. Il faut vraiment que, comme Yann l'a dit tout à l'heure, que les entreprises marocaines fassent le job avant de se dire on va l'exporter vers l'Union européenne. Peut-être que certaines matières sont complexes à appréhender, d'autres le sont beaucoup moins. N'hésitez pas à demander à la SMEX, n'hésitez pas à demander à la CCBLM. On peut vous accompagner, en tout cas pour un premier conseil de premier niveau. Et on peut vous dire, attention, c'est une matière réglementée. Allez rencontrer tel ou tel spécialiste avec qui nous avons déjà collaboré par le passé. N'hésitez pas à le faire, parce que si ce n'est pas fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est simplement du temps perdu, des opportunités de gâcher. Merci beaucoup, Edwin. Je vais me retourner cette fois-ci vers Nicolas sur la faisabilité, parce qu'en fait, on a parlé de produits cosmétiques, enfin cosmétologie, et en même temps de compléments alimentaires. Quelle est la durée moyenne et comment cela se fait d'une manière opérationnelle? Est-ce qu'il y a implication des deux acteurs, c'est-à-dire vous, et puis quels sont les services concernés des entreprises cibles? Comment se font les choses? Comment se fait cette synergie pour parvenir donc à une normalisation de ces produits-là? Effectivement, nous, on met entre 6 et 8 semaines pour tout mettre en conformité pour l'Europe. Mais c'est 6 à 8 semaines à partir du moment où on a tous les documents nécessaires. Et en fait, pour aider nos contacts à être sûrs d'avoir ces documents nécessaires, on a fait un document qui résume tout ce dont on a besoin. On dit voilà, pour un produit cosmétique, il faut ça, 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 ça. S'il en manque un, c'est pas grave, mais ça va retarder le processus. Donc c'est 6 à 8 semaines à partir du moment où on a tout, et on peut bien sûr vous envoyer déjà le document pour vérifier si vous êtes bien en conformité avec tout ce dont nous on aura besoin. Merci. Merci de cette précision. Autre question qui vient de me parvenir à l'instant. Merci d'abord pour la qualité de cet échange. Nous sommes fabricants de peintures bâtiments éco-labellisés depuis 2013 et sommes certifiés ISO 9001 et 14001 et désirons élargir notre réseau. Nous exportons déjà nos peintures aux Pays-Bas et voudrons faire une extension dans le reste de la communauté européenne. Je ne sais pas, Edwin, si vous m'avez entendu, si vous avez entendu la question. Oui, bien sûr, j'ai entendu. Maintenant, si cette société est déjà distribuée aux Pays-Bas, on part du principe qu'ils ont effectivement toutes les autorisations pour se faire. Donc là, ça devient, je dirais, un effort commercial à faire et marketing en quelque sorte. Je dirais ici, l'intervention et le soutien que la SMEX et la CCBLM veulent apporter à leurs membres respectifs et en commun, c'est vraiment de mettre encore une fois l'accent sur sur ce corpus de mise en conformité. Et on s'est rendu compte, encore une fois, que c'est souvent là où, quelque part, il manquait des éléments pour pouvoir aller vers l'exportation européenne. C'est vraiment c'est parfois un peu du gâchis parce on l'a vu tout à l'heure dans les biscuits, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses à faire, mais il faut vraiment être attentif à ce niveau de travail qui se fait de manière, on va dire, au préalable avant d'aller voir les responsables européens. Merci beaucoup de cette précision. Alors, autre question, comment connaître les normes des Nutritional Facts et les adapter au marché européen? Internet. Ouais. En 3 clics, vous trouvez l'information. L'avantage de l'Europe, c'est que tout est publié. Alors, il faut un peu d'expertise au début pour s'y retrouver, mais quelqu'un qui connaît les outils et qui a un peu le sens de l'organisation va trouver une réponse très très facile. Autre point de source pour répondre à cette question précise, tous les produits européens qui sont importés aujourd'hui au Maroc, que ce soit dans nos grandes chaînes de distribution nationale, vous allez voir, chacune de ces valeurs nutritionnelles sont chaque fois basées sur la même structure. Donc ça répond forcément aux normes européennes. Donc on peut effectivement, de manière un peu pragmatique, s'informer en circulant dans les rayons et en comparant des produits en Union européenne. Mais comme Yann va certainement le confirmer et abonder dans mon sens, toute la littérature est accessible. C'est vraiment quelque chose que l'Union européenne souhaite rendre clair pour le plus grand nombre. Parfait, merci de cette. Oui, allez-y, Yann. Pardon, je voulais juste tout à fait confirmer ce que Edwin dit. Nos réglementations en soi peuvent être de temps en temps difficilement compréhensibles, mais tout est public.
Et on peut surtout utiliser les serveurs des sites, par exemple, de la DG Santé sur la législation applicable à la grille alimentaire. Il y a un Access to Market, un serveur de site de la DG Commerce. Beaucoup d'informations sont disponibles. Donc, en faisant déjà une première recherche, on peut avoir une impression. Et par exemple, pour les biscuits, c'est vrai que la législation européenne est certainement un peu compliquée, certainement pour les produits qui ont une source d'animal, donc des produits composés avec des œufs, avec du lait. Il y a certaines autorisations et certaines autorisations, le Maroc n'a pas encore, mais à mon avis, c'est très, très, très faisable. Si on met un peu d'énergie et des ressources sur des produits comme des biscuits, le miel, la viande traitée thermétiquement, certaines demandes sont déjà en route. Donc oui, c'est bien réaliste d'essayer d'augmenter l'offre exportable du Maroc. Parfait, merci beaucoup. Alors, autre question, est-ce que nous exportons, c'est une société qui nous adresse cette question, nous exportons aux États-Unis d'Amérique, est-ce que c'est aussi valable? C'est-à-dire que le fait d'accéder au marché américain permet le phénomène de la réplicabilité, c'est-à-dire qu'on peut par conséquent exporter aussi sur la communauté européenne. Non, je dois être ferme sur ça. Notre réglementation est différente. On a une autre approche. Mais par contre, une fois qu'on a obtenu l'autorisation, en conformité avec la réglementation, vous n'avez pas, comme aux États-Unis, le risque de litige, parce que vous pouvez plus facilement, à première vue, exporter vers les États-Unis des produits comme des pesticides, des produits alimentaires, mais si vous avez un procès, on parle souvent de millions de dollars, voire de milliards de dollars pour certaines grandes entreprises. Justement parce qu'aux États-Unis, on croit moins que nous dans la force des réglementations. On laisse beaucoup plus un peu à l'aise dans certains secteurs, mais de temps en temps, il y a aussi beaucoup de normes. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas une protection réglementaire, mais je pense que les risques de litige sont beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Parfait, merci beaucoup de cette précision. Une question qui nous parvient à l'instant, est-ce que ce process d'accompagnement est aussi valable pour les petites entreprises, mais qui ont des opportunités d'exportation, ainsi que les coopératives qui font un travail exceptionnel dans la partie aussi alimentaire, agroalimentaire et cosmétique? Je dirais, Mounir, qu'elle est surtout adressée aux petites et moyennes entreprises, cette approche, parce que on n'a évidemment aucune prétention d'accompagner des grands groupes agroalimentaires marocains. Ils sont parfaitement au sujet des normes, ils savent parfaitement faire. Et les succès des tomates et d'autres produits agroalimentaires en Europe n'est plus à démontrer. Donc le problème n'est pas là. Le problème est justement dans cette catégorie de taille légèrement inférieure, de sociétés qui, de bonne foi, se dit j'ai un excellent produit, j'y ai mis mon corps, mon âme et souvent mes économies pour avoir un produit pour lequel je peux être fier. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas si facilement que je le souhaiterais accès à ce marché. Et c'est simplement souvent par méconnaissance de ces règlements qu'il y a ce hiatus. Et nous essayons justement avec, on a déjà parlé abondamment, Mounir, avec des cas concrets, on veut vraiment être très pragmatique, on veut voir chaque cas les uns près des autres et leur dire voilà, vous avez un bon produit, de première vue, vous avez évidemment toutes les raisons de tenter votre chance en Europe. Mais avant d'aller trouver des potentiels acheteurs, faites attention à ceci. Si, dans un deuxième temps, on se rend compte que cette société a les capacités et qu'il faut effectivement les accompagner, là, nous sommes à vos côtés. Et c'est là où on voudra en arriver, c'est effectivement qu'on puisse apporter aussi ce conseil et cet accompagnement, encore une fois, extrêmement pragmatique. Et après, bon, c'est la libre concurrence qui va jouer et l'ouverture du marché. Si votre produit est compétitif, à un bon prix et une qualité équivalente, il aura certainement toutes ses chances, bien évidemment. Mais c'est ce gap informationnel, en quelque sorte, sur lequel nous souhaitons travailler. Parfait, merci beaucoup. Une petite question qui s'adresse cette fois-ci à Safia.
de la société Novatis sur le témoignage en lui-même d'un partenaire économique, d'une entreprise marocaine qui a bénéficié de cet accompagnement. Quelle est la perception maintenant, avec le recul et la distance que vous avez maintenant par rapport à cette opportunité qui vous est ouverte? Est-ce que c'est quelque chose d'abord qui vous a permis réellement donc, de vous encourager davantage à exporter? Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux entreprises qui vous écoutent, qui sont nombreuses d'ailleurs avec nous? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner maintenant que vous avez bénéficié de cet accompagnement et que vous avez ouvert d'autres marchés pour vos produits? Alors justement, avec beaucoup de recul, sachant que là, on est à peu près à un an de la première, on va dire, commande de nos couches de la part de notre partenaire belge, c'est que la vérité, pour ne rien vous cacher, on était agréablement surpris par le fait que notre produit et notre marque a été aussi apprécié par le consommateur belge. D'ailleurs, on a vu des témoignages justement de personnes dans le magasin qui ont été interrogées par rapport à nos produits, à la qualité de notre couche et qui ont vraiment apprécié justement nos produits. Donc, c'était d'abord une fierté pour nous parce que un produit, quand on va dire marocain, on a en général cette perception qu'il ne va jamais pouvoir concurrencer d'autres produits européens. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut avoir confiance justement en la qualité de ces produits. La vérité, il faudrait on n'a rien à envier justement aux marques et aux produits européens. Donc, il faut vraiment être fier justement d'abord de nos produits et clairement avec ces premiers indices très positifs et signaux positifs, nous voulons aller encore plus loin et d'ailleurs je parlais justement de cette connaissance du marché et du consommateur. On est en train de parler aussi, avoir des discussions avec ce groupe-là pour faire du marketing, c'est-à-dire que comment aller sur place et parler, donc avoir du brand talk avec ces shoppers-là pour leur expliquer justement nos produits, comment nos produits sont fabriqués, etc. Rassurer sur la qualité parce que voilà, nos marques ne sont pas connues malheureusement en Europe, même avec justement les chaînes satellitaires bon, comme 2M, etc. Il y a des Maghrébins marocains qui regardent nos pubs, donc la marque Dala n'est pas forcément méconnue mais pas connue par tout le monde. Et donc, du coup, il y a un effort aussi marketing à aller faire si on veut, si on a une ambition beaucoup plus grande et on a juste cette ambition. Donc, cette connaissance justement du consommateur, du marché, de son besoin et comment travailler la notoriété de nos marques et de nos produits reste aujourd'hui un challenge qui est très important. Donc, clairement, ces premiers signaux nous donnent beaucoup d'envie et de volonté d'aller encore plus loin dans l'expansion et le développement de nos marques sur le marché européen. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord être fier de son produit. Euh, voilà, et avoir confiance en ses capacités d'aller concurrencer des produits européens, sur toutes les catégories. Voilà, donc il faut aussi avoir les bons partenaires pour pouvoir développer cette gamme-là, nos gammes et nos produits. Et comme j'ai dit, la connaissance du consommateur et du marché reste quelque chose de très important pour vraiment servir le consommateur et lui donner le produit qui va vraiment réussir sur le marché. Donc, il y a effectivement ce travail de normalisation, mais qui doit être aussi doublé de ce qu'on appelle un travail de promotion. C'est ce que vous Exact, confirmez, c'est ça? C'est ce que disait Edwin tout exactement. à l'heure. Edwin, vous confirmez? Vous êtes là, Edwin? Oui, oui, tout à fait. Il y a Je pense. l'effort de normalisation, qu'il y a la promotion aussi quelque part, mais comme les pays européens ne sont pas forcément façonnés de la même manière culturellement parlant, donc ce travail de promotion doit être aussi quelque part ciblé en fonction des spécificités de chaque pays. La normalisation, certes, elle est valable pour tous les pays, mais l'effort de promotion, il doit être spécifique, d'après ce que j'ai compris. Ah, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de normalisation en partant déjà du prérequis qu'il fallait avoir une marque qui tienne la route au préalable. Sinon, ce n'est même pas la peine d'avoir le sujet mis sur la table. Raison pour laquelle ce groupe a effectivement sélectionné la marque Dala parce qu'elle était d'excellente facture, qu'elle avait démontré notamment dans son home market au Maroc sa capacité d'aller chercher des parts de marché
pour ne pas dire plus, d'avoir déboulonné le leader mondial. Donc, c'était vraiment un gage, je dirais, d'efficacité commerciale et d'adéquation entre le produit et son public. Donc, ça, c'est évidemment les prérequis évidents. Ici, on part du principe que tout ça étant acquis, on a la bonne marque, on a le bon produit, on a le bon prix, on a le bon packaging, on a le bon marketing. Et parfois, on se rendait compte qu'il manquait cet élément nous permettant de concrétiser tout ça. Donc ça, c'était l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire, vous avez déjà investi énormément dans votre produit, dans votre marketing, dans la confiance que les consommateurs vous ont octroyée pendant toutes ces années-là. Si vous voulez aller sur le marché européen, voilà ce qui pourrait éventuellement vous manquer, faites attention. Il y a un autre point aussi très important en Europe, on en a parlé mais très brièvement tout à l'heure, je voudrais réinsister dessus, c'est qu'aujourd'hui, comme tous les pays, le Covid est passé par là, a ébranlé beaucoup de certitudes. Et aujourd'hui, les consommateurs européens, dans son sens large, font attention. Et ce n'est pas un moindre mot de le dire. J'ai eu des consommatrices qui nous ont dit, nous, on a vraiment fait attention, on a vu que Dalla était vendu à 6,65 €, il y avait 50 couches dedans. Il y avait une capacité du consommateur de passer au laser mental le produit, son prix et ce qu'il représentait. Les consommateurs européens sont devenus matures, ils n'achètent pas tout, n'importe quoi, parce qu'ils ont vu la pub à la télé la veille au soir. C'était vrai il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ils font attention à leur budget. Et si on a des produits qui sont des produits ce qu'on appelle value price, donc des produits qui ont un bon rapport qualité-prix, et ça, le Maroc peut vraiment occuper cette case de produits de qualité vendus à des prix qui sont extrêmement compétitifs, ils ont vraiment des opportunités extrêmement fortes en phase 2. C'est très important. Le consommateur aujourd'hui, il est confronté à un pouvoir d'achat qui se fait mais raboter par l'augmentation je dirais, des prix et des coûts de la vie, l'augmentation de la téléphonie, l'augmentation de la mobilité et de l'énergie, et va faire attention dans les produits de base. Alors évidemment, il n'est pas prêt à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, mais s'il trouve un produit, espérons-le, marocain, qui lui offre des produits qui lui conviennent, qui le satisfassent, à un prix intéressant, je pense que les opportunités sont extrêmement importantes. Là, encore une fois, Dalla aujourd'hui, a atteint une part de marché à 2 chiffres dans cette chaîne en Europe et qui a permis aujourd'hui l'extension de ce test qui était au départ en Belgique vers le grand marché que représente aujourd'hui la France. Donc c'est possible et c'est vraiment pour nous aussi une fierté d'avoir collaboré avec Novartis depuis le début et d'apporter ce test au départ avec quelque chose qui semble robuste aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Edwin. Je voudrais juste m'adresser aussi à Yann sur cette dimension interculturelle que doivent avoir aussi les produits en termes de levier aussi, accéder à ces marchés européens qui peuvent nous sembler comme un bloc homogène, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la normalisation, elle est réglementaire, mais que la promotion, elle est spécifique aussi. Là, il faut un travail en profondeur. Tout à fait. Par exemple aussi il y a certains produits de qualité au Maroc que j'ai découverts qui sont vraiment très très intéressants. Par exemple, les dattes Majoul, je ne connaissais pas. C'est un produit en Europe où le consommateur européen, donc pas nécessairement le consommateur européen d'origine marocain, peut vraiment être intéressé parce que c'est un très bon produit. Par contre, quand on fait des exportations des produits, des biscuits par exemple, qui sont assez frais, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de production locale en Belgique, d'une bonne pâtisserie marocaine par exemple, locale, produisement. Donc il faut quand même faire en sorte que la présence d'une grande communauté d'origine marocaine peut être un atout. Il faut aussi faire en sorte qu'on fasse son marketing et qu'on ne fait pas une concurrence avec, par exemple, des produits de haute qualité d'origine plutôt marocaine, c'est-à-dire tradition marocaine, mais qui sont produits localement, par exemple à Bruxelles. Mais je pense franchement qu'il y a beaucoup de produits, il y a une grande possibilité de faire mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous confirmez, Edwin, qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentialités pour l'offre exportable marocaine? Complètement. Et pour reprendre l'exemple que vient de citer Yann, la date Majoul était un exemple tout à fait parlant. La filière de la date avait carrément disparu ou quasiment disparu une dizaine d'années grâce au plan vert et
au ministère de l'Agriculture, on a replanté des palmiers dattiers qui maintenant sont arrivés à maturité. Et l'offre marocaine est de très haute qualité, très très haute qualité, à des prix qui sont extrêmement intéressants et très compétitifs. Euh, on- les ventes qui ont été réalisées sur ce produit durant la période de Ramadan l'année dernière étaient à ce point probants. Les quantités qui vont être achetées chez le fournisseur qui a été trouvé cette année-ci va être multiplié par 10 par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. Donc on va passer de 3 tonnes qui ont été importées l'année dernière à environ une trentaine de tonnes cette année-ci, parce que justement, après le test en Belgique, ce produit qui est absolument exceptionnel va également se retrouver dans les hypermarchés en France. Donc voilà, donc il faut commencer parfois par des tests, voire petits, mais justes, et après espérer que les choses se mettent à tourner dans le bon sens. Merci pour ces précisions. Je voudrais juste interpeller aussi Nicolas sur ce qu'on appelle l'autre volet, qui est toute la partie complément alimentaire et toute la partie cosmétologique. Est-ce que vous pensez, vous confirmez qu'il y a une opportunité, parce que je sais que le Maroc, il développe il fait beaucoup de réalisations dans ce sens-là. Il y a beaucoup de coopératives, beaucoup de PME qui se lancent dans ce secteur. Est-ce que vous confirmez, vous allez dans le même sens que les personnes qui vous ont précédé sur l'opportunité qu'ont ces offres marocaines au niveau international, au niveau surtout européen? Je confirme. On a d'ailleurs de plus en plus de demandes venant du Maroc, donc c'est une certitude. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si les panélistes veulent ajouter un mot, une intervention. Je voudrais bien que, enfin, vous laissez la parole individuellement à chacun pour clôturer, parce que je n'ai plus de questions. Et donc, je commencerai par la fin, c'est-à-dire par Safia, le mot de la fin. Quel est votre ressenti par rapport à ce qui a été dit? Et qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises nombreuses qui nous ont suivis, qui ont été très réactives et qui ont posé beaucoup de questions? À vous, Safia. Alors, je vais juste reprendre justement ce que j'ai dit tout à l'heure. Franchement, c'était une fierté pour nous de voir nos produits sur les étalages. Je pense que ça confirme que c'est possible, que le consommateur européen est prêt aujourd'hui à accepter des produits marocains de très bonne qualité, avec, comme a dit Edwin, une value proposition beaucoup plus intéressante que ce qu'il y a sur le marché européen. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour un produit marocain de se faire une place sur le marché européen, bien sûr avec ces deux conditions dont je viens de parler. Moi, ça me donne juste des signaux positifs pour la suite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on est présent en Belgique, on se développe en Roumanie et bientôt en France. Et on est en train aussi de réfléchir à des moyens de promotion de nos produits, donc faire vraiment du vrai marketing de nos produits sur le marché européen. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tout à fait possible. Et puis, j'encourage voilà, tous les opérateurs de faire de même et voilà, de se trouver le bon partenaire justement pour pouvoir réaliser cet objectif. Merci beaucoup de cet enthousiasme et je pense que les entreprises nombreuses ont suivi votre message et j'espère qu'elles le feront toutes pour tout simplement l'exportation davantage de produits marocains. Nicolas, un petit mot? Merci à tous pour la participation au webinaire. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire plein de choses ensemble, bien entendu. Et donc, j'attends vos messages ou vos emails ou peu importe. Mais c'est quand vous voulez, je suis prêt. Merci de cette implication très forte. Et la parole est à Yann. Yann, à vous aussi la parole pour arriver à la conclusion de ce panel très, très intéressant et très riche, comme l'ont confirmé les nombreuses entreprises qui nous suivent. Merci beaucoup, surtout aussi pour organiser ce panel. C'est très important justement d'informer le public, les exportateurs des opportunités qui sont là. Hein. C'est les produits qu'on a mentionnés, le miel, dattes, palourdes, souvent des produits vraiment de bonne qualité et certains ont déjà un accès au marché. Donc voilà, la délégation restera à votre disponibilité pour des événements comme ça. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann, certainement donc on reviendra vers vous et merci de votre engagement et de celle de la communauté européenne pour plus et davantage d'interactions économiques et même au-delà entre le Maroc qui est un partenaire séculaire de la communauté et vous avez constaté que donc on conclut par le début,
C'était Edwin qui avait pris la parole et c'est lui qui va la conclure. À vous, Edwin. Merci beaucoup Mounir, merci beaucoup Yann, Nicolas, Safia, Salma, toutes les personnes qui ont permis à ce séminaire aujourd'hui d'avoir eu lieu. Encore une fois, c'était pour nous extrêmement intéressant et je suis très heureux d'entendre l'enthousiasme des participants à avancer dans ce sens. Une seule chose pour conclure, c'est que nous sommes là à vos côtés en tant que Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise et certainement la SMEX également, d'accompagner de manière très concrète, pragmatique. Ce sont les deux maîtres mots que nous avions en tête, Mounir et moi, quand nous avions préparé ce séminaire. Nous voulons vraiment pas simplement nous arrêter dans un constat qui peut être celui qu'on peut avoir, mais également de se dire qu'il faut avancer un pas de plus. Et pour faire ce pas de plus, nous serons à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter respectivement. On vous permettra, on vous aidera à y voir plus clair dans un premier temps. Et si le jeu en vaut la chandelle, j'en suis absolument persuadé, nous ferons en sorte de vous accompagner de la meilleure des façons pour que ça devienne une réalité concrète, commerciale et réalisant chiffre d'affaires, export. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à Bonne toi, journée à vous. Edwin. Merci aux co-organisateurs. Donc, je fais allusion à la SMEX et à la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise du Maroc. Merci aux panélistes de leur implication, de leur présence. Et surtout, merci vivement à toutes ces entreprises nombreuses qui étaient là, qui nous ont suivis, qui ont témoigné leur intérêt pour la thématique et qui ont été aussi très interactives. Excellente fin de journée. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.